J'ai appris le silence. Quand je sors de l'ombre, elle se fige de la tête aux pieds. Elle voit l'arme pointée sur elle, ses mains se mettent à trembler. Je les regarde s'agiter de petits soubresauts pathétiques, et je dois avouer que j'aime ça. Pendant de longues secondes, je savoure l'instant. Cette sensation de toute puissance, ce sentiment incomparable de maîtriser la situation. De dominer l'autre. Elle recule d'un pas, se colle contre la carrosserie de sa voiture. Surtout ne bougez pas. Elle vient tout juste de rentrer de l'hôpital, comme chaque soir de la semaine. Je l'attendais dans l'obscurité de son garage depuis de bonnes heures. Ça m'a paru une éternité. Mais j'ai appris la patience. « Qui êtes-vous » demande-t-elle. « Je ne suis plus personne. Mais quelle importance !» Je souris. J'imagine à quel point ce sourire doit être effrayant. Je le devine à son regard terrorisé. Quand je me croise dans le miroir, ça me fait le même effet. Je suis devenu monstrueux. Elle, d'une blancheur cadavérique, prête pour l'autopsie. Pendant une seconde, je me projette dans l'avenir et vois son corps abîmé entre les mains gantées d'un légiste. Ça me laisse de marbre. Je m'avance un peu plus vers ma proie. La lumière tombe sur mon visage. « Oh mon Dieu !» murmure-t-elle. « Lui-même, pour vous servir. » Ma voix aussi a changé. Dure, sèche, aussi tranchante qu'une lame. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Ta gueule. » Je n'ai même pas haussé le ton. Inutile. Elle a compris, elle se tait. « On va faire une balade, » dis-je en ouvrant la portière de son Opel. « Tu prends le volant. » Elle hésite un instant, j'arme le chien. Alors, elle monte dans sa voiture tandis que je m'installe sur la banquette arrière. « Ton portable. Vite. » Elle me le tend et je l'éteins avant de l'écraser furieusement sous ma semelle. « Démarre. » « On va où ?» ose-t-elle. « Tu verras bien. Démarre, j'ai dit. » Les nuits ne sont jamais calmes, jamais étoilées, seulement peuplées de lumière artificielle et d'ombres effrayantes. Celles du passé, celles de l'avenir, celles du présent aussi. Le sommeil est épouvantable, peuplé de dangers et de regrets. Ceux qui nous guettent, qui nous réveillent en sursaut. Les nuits sont interminables, peuplées de bruits, de rumeurs, d'odeurs. Ça ne s'arrête jamais. Il y a les cris, les rires sauvages, les menaces, les insultes, les murmures qui rampent tels des insectes venimeux, qui s'insinuent dans vos oreilles et jusque dans votre cerveau au bord de la rupture, les confidences qu'on voudrait ne pas entendre, les mains tendues qu'on refuse. Il y a les désespoirs, les abandons, les lamentations, les angoisses, celles que génèrent les lendemains. Il y a les pleurs aussi, les sanglots qu'on étouffe dans l'oreiller. Et parfois, il y a les silences, encore plus terribles que tout le reste. 4 heures du matin. Nous roulons encore, mais bientôt, nous serons à destination. De temps à autre, au gré des rares lumières qui éclairent notre parcours, j'aperçois le visage crispé de ma prisonnière. Patricia Vernet, elle s'appelle. Comme je la surveille depuis des mois, je sais qu'elle est divorcée et vit avec ses 2 enfants. Une fille et un garçon qu'elle ne doit pas voir souvent, étant donné qu'elle passe le plus clair de son temps à l'hôpital où elle dirige le service de cardiologie. Elle a dépassé les 40 ans depuis quelques années. Je la trouve vraiment charmante. Petite, brune, les cheveux courts. Une bouche un peu boudeuse, un regard un peu triste. « On arrive », dis-je. Ma voix la fait sursauter, sans doute parce que je n'ai pas prononcé un seul mot depuis notre départ de la région parisienne. Je peux rester des heures et même des jours sans parler. Parce que j'ai appris le silence. Celui qui vient de l'intérieur, celui qui s'impose à vous. Prends à droite.
La voiture s'engage sur une piste étroite qui descend jusqu'à l'imposant portail noir, infranchissable. De ma poche, j'extirpe une petite télécommande. Écoutez, je ne sais pas ce que vous me voulez, mais je t'ai dit de la fermer. Tu auras le temps de parler plus tard, de parler ou de crier, même de hurler si tu veux. Le portail s'ouvre lentement sur une allée de gravillon. Les lumières s'allument sur notre passage et nous arrivons quelques secondes plus tard devant une magnifique demeure. Coupe le moteur. Elle tourne la clé dans le contact, pose les mains sur ses genoux, dans l'attente de mes instructions. Elle regarde le château, dont la façade est éclairée par quelques lampes judicieusement placées. « Comment tu trouves ma nouvelle maison ?» demandai-je. Elle garde le silence. Je pose le canon de mon revolver sur sa nuque. Je sens son corps se raidir à ce contact. « Donne-moi la clé, vite. » Cela fait des heures qu'elle conduit, sous la menace silencieuse de mon arme. Tendue à l'extrême, elle doit être épuisée. Tant mieux. Descends. Dès qu'elle pose un pied par terre, je la rejoins et l'attrape par le bras. Ses jambes ont du mal à la porter, sans doute ankylosées par cet interminable voyage, sans doute paralysées par une profonde terreur, celle qui vous prend, vous submerge, vous dévore. Je comprends ce qu'elle ressent, parce que j'ai appris la peur. Voici ta dernière demeure, murmurai-je dans son oreille. J'espère qu'elle te plaît. Retourner à l'état sauvage. Oublier tout ce que l'on a appris pour découvrir de nouvelles règles. Oublier qui on est, ou plutôt qui on était. Oublier son nom, ses principes, ses rêves. Devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un capable d'affronter l'indicible. Lentement, se fabriquer une armure, capable d'amortir les coups et de dissimuler les faiblesses. Parce que chaque faille est une raison de mourir. Oublier le rire, le plaisir et l'envie. Ne plus penser qu'à une chose, une seule. Survivre. Il fait jour lorsque j'échappe à mon cauchemar. C'est souvent le même, mais avec quelques variantes toutefois. Je marche sur le bord d'une falaise, des gens me regardent. En contrebas, il y a un océan dont l'eau noire, impénétrable, déferle furieusement sur des rochers aiguisés. Je marche, longtemps. Et d'un seul coup, je bascule, poussé par je ne sais quelle force. Je parviens à me cramponner à un rocher. Personne ne vient à mon secours. Soudain, des mains agrippent mes chevilles pour m'attirer vers le vide. Je résiste, tant que je peux, de toutes mes forces. Des forces, je n'en ai plus. Alors je tombe. Une chute sans fin. Une terreur sans nom. Je tourne la tête vers la fenêtre ouverte. Là, j'écoute le ciel, je regarde le vent, sans parvenir à m'en lasser. Ce cauchemar n'est pas le plus terrible. Il y en a de bien pires. Il y a les souvenirs. Je jette un œil au réveil et constate qu'il est 10 heures. Le temps de m'occuper de Patricia Vernet, du docteur Patricia Vernet, je me suis couché à l'aube. Mais 4 heures de sommeil me suffisent, parce que j'ai appris l'endurance. Pieds nus sur le parquet, je traverse la chambre en direction de la grande salle de bain. Là, j'ai le choix entre une baignoire à jet et une douche à l'italienne. Un luxe auquel je ne m'habitue pas encore. Ce matin, ce sera la douche. J'y passe un bon quart d'heure avant de m'habiller. Je quitte la chambre, emprunte le couloir et descends l'imposant escalier en marbre. J'aime cette maison, ou plutôt ce château. Construit au XIXe siècle, en plein cœur d'une forêt, il devait servir de maison de campagne à quelques riches industriels lyonnais ou grenoblois. J'ouvre l'imposante porte en bois et admire quelques instants le parc baigné de lumière. Ces grands arbres tranquilles, témoins silencieux de la rage des hommes. Témoins de ma folie. Mais j'ai parfois l'impression étrange qu'ils me comprennent. Sans doute me fais-je des idées. Comme la faim me tenaille, je passe dans la cuisine pour me préparer un café et avaler quelques tranches de pain. Aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à fêter.
Après le petit déjeuner, je fume une cigarette sur le perron. Puis je marche dans le parc, d'un pas lent, les mains au fond des poches de mon jean. Je descends la grande prairie derrière la bâtisse et m'arrête à l'orée de l'immense forêt. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller m'y balader, d'arpenter ces sentiers ombragés, d'admirer ces étangs secrets. Aujourd'hui, j'ai un anniversaire à fêter. Alors, je remonte vers le château et pénètre dans la petite chapelle à sa droite. Des ex-voto ornent les murs, qui pourraient presque me faire croire que les miracles existent, tant ils semblent sincères. Je m'assois face à l'autel et fixe le crucifix en bois peint. Personne ne pourra plus me juger ici-bas. Jamais. Désormais, c'est moi qui ferai tomber les sentences. Sans pitié aucune. Quand je remonte à l'étage, il est presque 11 heures. J'ouvre la porte d'une des chambres, celle située tout au bout du couloir. Les stores sont baissés. Mes yeux mettent quelques instants à s'habituer à la pénombre. Elle est là. Attachée au pied du lit à baldaquin, Sophie me jette un regard terrifié. Je m'accroupis devant elle, caresse sa joue meurtrie. Elle s'est rebellée, m'obligeant à employer la manière forte. Ses longs cheveux blonds couvrent ses épaules fatiguées. Ses yeux bleus sont cernés de mauve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas traitée comme les autres. Sans doute parce qu'elle hante mon esprit, depuis si longtemps. Combien de nuits passées à penser à elle, à imaginer ce que je pourrais faire avec elle. Délicatement, je la libère de son bâillon. Salut, bien dormi? Elle ne répond pas, consciente que les mots ne sont plus d'aucune utilité. Au début, elle a appelé au secours. J'ai eu beau lui expliquer que cela ne servait à rien, elle a continué. Alors, je l'ai empêchée de crier. J'ai besoin de calme, et ne voulais pas qu'elle perde sa voix. Peut-être parce que j'ai envie qu'elle puisse me supplier le moment venu. Cela fait déjà 1 semaine qu'elle est là, recluse dans cette chambre, à ma merci. Je lui ai donné de l'eau et quelques trucs à manger, pour qu'elle reste en vie, jusqu'à aujourd'hui. C'est le grand jour, dis-je. Elle ne répond toujours rien, tourne la tête vers la fenêtre. Pour ne plus voir mon visage, je suppose. Je vais te détacher. Et je te conseille de rester tranquille. Ne m'oblige pas à te frapper, d'accord? Elle hoche doucement la tête, en signe d'assentiment. Alors, je sors de ma poche un couteau et commence à trancher ses liens. La voilà libre de ses mouvements. Elle ramène ses bras devant elle, regarde ses poignets marqués par la corde, s'essaie à quelques mouvements lents et précautionneux. Ses yeux évitent toujours mon visage. Avant, j'étais plutôt séduisant, je crois. Mais aujourd'hui, je ne suis plus que l'ombre de ce que j'étais. Une ombre redoutable. Debout. Elle replie ses jambes, se met à genoux et se relève doucement. Plus vite. Je l'attrape par le bras, l'entraîne vers la porte. Elle résiste, j'y mets plus de force. Allez, viens. Nous nous engageons dans le long couloir, et soudain, elle m'échappe. Elle s'enfuit vers l'escalier, je la suis sans aucune hâte. Elle dévale les marches, se précipite vers la lourde porte en bois. Verrouillée, bien sûr. Elle s'acharne sur la poignée, tandis que je l'observe d'un air désolé. Tu perds ton temps, dis-je. Elle crie, elle pleure, tire sur la poignée métallique comme une forcenée. Je m'approche. Elle s'enfuit à nouveau. Mais elle est prise au piège dans le grand hall. J'ai fermé toutes les portes à clé. Aucune issue. Aucun moyen de m'échapper. Elle repart vers l'escalier. J'accélère le mouvement. Je la rattrape avant le premier palier et la ceinture dans mes bras. Elle se débat, m'insulte, essaie de me frapper. Tu l'auras voulu. Je lui assène un coup de poing. Elle s'effondre à mes pieds, à moitié sonnée. Je soupire. Et voilà. Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Du sang coule de sa bouche. Elle gémit de douleur. J'y suis allé sans retenue, alors qu'avant,
jamais je n'aurais frappé une femme. Mais les règles ont changé. J'en ai appris de nouvelles. Je la relève de force et l'entraîne vers la sortie. Contrarié, je ne prononce plus un mot. Je lui ai réservé un traitement de faveur et voilà comment elle me remercie. Nous contournons le château, descendons vers les anciennes écuries. D'un coup de pied rageur, j'ouvre la porte en bois et la pousse à l'intérieur. Elle atterrit brutalement sur le sol en terre battue tandis que je referme, à double tour cette fois. Je glisse la grosse clé au fond de ma poche et attrape de nouveau ma prisonnière par le bras. « Non !» hurle-t-elle. C'est marrant, j'ai dit la même chose il y a 25 ans, lui dis-je avec un sourire cynique. Mais personne ne m'a écouté. Nous avançons dans la pénombre vers une nouvelle porte, celle qui communique avec la cave, sorte d'oubliette moderne. Enfin, nous sommes arrivés. Là, sous le château. Là où personne ne peut nous entendre ou nous voir. Il y avait ceux qui avaient cédé à la folie, qui avaient laissé leur esprit glisser vers des mondes meilleurs, des mondes imaginaires, sans doute moins sordides que la réalité. Ceux qui n'avaient pas prononcé un mot depuis des mois, voire des années, et qui se balançaient d'avant en arrière, assis sur le bord de leur lit. Il y avait ceux qui pleuraient chaque soir, chaque nuit, alors que d'autres écrivaient leur sombre mémoire. Il y avait ceux que plus rien ne semblait atteindre, ceux qui faisaient pitié et ceux qui l'avaient oublié. Il y avait ceux qui défiaient le destin, qui parlaient d'avenir alors qu'ils n'en avaient plus. Ceux qui évoquaient sans cesse le passé. Ceux qui s'étaient adaptés, semblaient être chez eux, résignés peut-être. Ceux qui tournaient en rond et ceux qui ne bougeaient plus. Il y avait ceux qui parvenaient encore à rêver, à rire, à espérer. Et puis, il y avait moi. Avec la manche de son pull, Sophie essuie le sang qui a coulé sur sa bouche. Je la tiens toujours fermement par le bras tandis que j'appuie sur l'interrupteur. Alors, ses yeux s'arrondissent démesurément. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais elle ne dit rien. Je m'amuse de la stupeur qui déforme son visage délicat. En face de nous, la cage, celle que j'ai patiemment construite. Barreaux épais, profondément enfoncés dans le sol, et qui se dresse jusqu'au plafond. Serrure inviolable doublée d'un cadenas. Parce que j'ai appris la prudence. La peur précède la douleur, quand on sait qu'on n'échappera pas au supplice. Les coups, ce n'est rien. Ce qui vient après est bien pire. La douleur, oui, et l'humiliation. L'impression de n'être plus rien. Ce sentiment de solitude absolue, d'injustice totale, tout ce que je ne pourrai jamais oublier. J'ouvre la porte et jette Sophie dans la cage, au milieu des autres. Elle reste debout, effarée, son regard allant d'un visage à l'autre. Surprise, dis-je avec un horrible sourire. Autour d'elle, ils sont 9. Tu es la 10e, madame le juge, ajoutai-je. Certains sont là depuis plusieurs semaines, d'autres depuis quelques jours, et Patricia Vernet est arrivée cette nuit. Pourtant, elle semble déjà épuisée. Au milieu de la cage, un seau avec un couvercle. Partout, des restes de nourriture qui pourrissent à même le sol. L'odeur est difficile à supporter. Mais j'ai appris à supporter bien pire. Tu vois, Sophie, dis-je en m'approchant des barreaux. Tu as eu de la chance. Tu es la dernière à entrer dans la cage. Je t'ai réservé un traitement particulier. Elle me considère, ébahie. Tu pourrais me remercier, non? Lorsque j'ai rencontré Sophie, elle était jeune, fraîchement sortie de l'école de la magistrature. J'étais une de ses premières affaires criminelles, sa première grosse affaire. Grâce à moi, elle a fait ses armes, s'est construit une réputation. Grâce à moi, elle est devenue importante. Elle est intelligente, la juge,
intelligente et ambitieuse. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est plus juge d'instruction, mais présidente de cour d'appel. Belle promotion, à laquelle je ne suis pas étranger. Je m'éloigne de la cage et passe dans l'autre partie de la cave. Il me reste du travail si je veux que tout soit terminé ce soir. Je récupère l'estrade de fortune que j'ai confectionnée avec des planches en bois. Déjà 6 mois que je travaille d'arrache-pied. 6 mois que je tisse ma toile. D'abord, trouver l'endroit idéal. C'est sur le net que je l'ai déniché. Ce magnifique château que j'ai loué pour une année entière. Belle bâtisse, parfaitement isolée, perdue en pleine forêt. Mes seuls voisins sont les chevreuils et les sangliers. Ensuite, il a fallu aménager le sous-sol, construire la cage. Après le décor, il fallait les acteurs. J'ai dû m'armer de patience pour kidnapper l'un après l'autre les comédiens de ma tragédie. Je n'ai malheureusement pas pu tous les réunir. Certains sont déjà morts, d'autres partis à l'étranger, trop loin pour que j'aille les récupérer. Mais peu importe. Je suis arrivé au but que je m'étais fixé. Aujourd'hui, j'ai un anniversaire à célébrer. Et il sera inoubliable. Elle germe doucement, prenant racine dans la peur, le désespoir et la douleur. Chaque jour, elle grandit, s'épanouit en vous, diffusant lentement le poison dans vos veines et jusque dans vos muscles. Elle agite vos nerfs, gangrène votre cerveau. Bientôt, elle vous envahit totalement, tel un liquide glacial. Elle devient votre unique sentiment, votre seule raison de vivre, votre obsession. Elle vous assèche, vous ôtant jusqu'à la dernière miette de compassion ou d'empathie. Mais elle vous donne une force aussi inestimable qu'inespérée. La haine. Elle déborde de mes yeux au moment où je m'approche de la cage. Le silence se fait, les murmures se tarissent. Mes prisonniers sont tous assis au fond et me regardent, essayant de sonder mon âme. Je sors le revolver de ma poche, m'amuse à faire glisser le canon sur les barreaux. Un bruit insupportable. « À qui le tour ?» dis-je. Les respirations s'accélèrent. « Pas de volontaire ? Alors c'est moi qui vais choisir. » Les respirations s'arrêtent. « Je plaisante, allons, » dis-je en riant. Ils se détendent légèrement. Alors j'ajoute « Tout le monde va y passer de toute façon. » Je m'écarte d'eux un instant et enfile la robe noire. Puis je vais m'asseoir sur l'estrade, derrière le vieux bureau en bois que j'ai déniché dans l'une des chambres du château. Je regarde mes proies un instant avant d'ajouter « Accusés, levez-vous. » Personne ne réagit. Je suis obligé de brandir mon arme. « Debout !» L'un après l'autre, les prisonniers se relèvent enfin. Vous resterez debout dans le box des accusés durant tout le procès. Bien. Nous pouvons commencer. À mon tour, je quitte ma chaise pour les dominer de toute ma hauteur. J'ai oublié l'odeur pestilentielle. J'ai oublié la détresse sur chacun de ces visages. Je ne vois plus que des coupables. Des ennemis. Voici ce que la cour vous reproche, continuai-je. Il y a précisément 25 ans, jour pour jour, vous tous ici présents m'avez condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat d'une jeune fille qui s'appelait Mathilde. Je mets les mains derrière le dos, fais quelques pas. Cette gamine, c'est moi qui l'ai retrouvée morte dans un terrain vague près de chez moi. Je relève la tête vers eux, tandis que je sens la colère monter en moi. Mais tout cela, vous vous en souvenez sans doute. Et il a fallu que j'attende 20 longues années pour qu'un flic s'aperçoive qu'un tueur d'enfants rôdait dans les parages au moment de la mort de Mathilde. Et que j'attende 2 ans de plus pour qu'on retrouve son ADN sur les vêtements de cette pauvre gamine et qu'on daigne me rejuger. Dans la cage, le silence est total.
Il a fallu que je passe 22 ans en tôle pour qu'on s'aperçoive enfin que je n'avais pas tué Mathilde. Je viens de hurler. J'essaie de me calmer avant de continuer. Je ne suis pour rien dans votre condamnation, lance soudain une voix masculine. Monsieur Vautier, la cour ne vous a pas autorisé à parler, il me semble. Mais, ta gueule! Si tu m'interromps encore, je te descends. C'est clair? Il se tait enfin, et je reprends. Vous m'avez condamné sans aucune preuve matérielle, seulement sur la base de mes aveux. Je reviens me coller à la cage. Aveux qui m'ont été extorqués par la force après plus de 48 heures de torture mentale et physique. N'est-ce pas, capitaine Georges? Un homme d'une 60aine d'années baisse la tête. « Regarde-moi quand je te parle, espèce de salopard !» hurlai-je. Il obéit, passe une main dans ses cheveux collés. Des heures sans dormir, sans manger, sans boire, des heures et des heures d'interrogatoire. Et les coups, ceux qui ne laissent pas trop de traces, hein, capitaine? Frapper les suspects et les faire craquer, c'est bien ta spécialité, non? Plusieurs visages se tournent vers lui, qui baisse à nouveau les yeux. J'avais des raisons de croire que vous étiez coupable, murmure-t-il. Pardon? Parle plus fort que tout le monde t'entende. Il répète, d'une voix à peine audible. Quelle raison? Vous étiez violent, emporté, vous consommiez de la drogue. Profil parfait d'un meurtrier, t'as raison. Tu voulais surtout boucler l'affaire au plus vite, pauvre con. Et tu avais sous la main un jeune homme d'à peine 19 ans qui se demandait ce qui lui arrivait. Un jeune homme fragile et perturbé. C'était une aubaine, hein, capitaine? L'ancien gendarme ne sait plus quoi dire. Il s'adosse au barreau, prend sa tête entre ses mains. Je remonte sur l'estrade, me rassois derrière le bureau et allume une cigarette. Après toi, capitaine, j'ai rencontré la charmante Sophie Gillet, ici présente, à l'époque jeune juge d'instruction. Ah, Sophie, ma chère Sophie. Elle lève les yeux vers moi. Tu as pris du galon? Félicitations. Et je crois que je ne suis pas étranger à ta promotion, non? Ça n'a rien à voir, jure-t-elle avec emphase. Vraiment? Pourtant, j'ai été ta première grosse affaire criminelle, celle qui t'a permis de te faire les dents et une belle réputation, pas vrai? Elle nie d'un signe de la tête. Je me souviens t'avoir répété des dizaines et des dizaines de fois que j'étais innocent, t'avoir raconté comment les flics m'avaient forcé à avouer. Mais tu ne m'écoutais pas. Tu ne m'écoutais jamais. Je n'ai fait que mon travail. Ton travail. Je redescends de mon estrade, sans aucune hâte. Tu n'as rien fait du tout, à part m'enfoncer la tête sous l'eau. Tu es sans doute la plus mauvaise juge de ce pays. Combien d'innocents as-tu envoyé en tôle, hein? Ses mâchoires se crispent, ses poings se serrent. Allez, Sophie, dis-le. À ton avis, combien d'innocents croupissent en cabane par ta faute? Je souris, m'avance vers elle. Des barreaux infranchissables nous séparent. 25 années de souffrance nous rapprochent. Je parviens à saisir son poignet, l'attire vers moi. Elle résiste, mais je suis le plus fort. De mon autre main, je caresse son cou, son visage. Ce visage qui m'a obsédé, des années durant, sans que je sache vraiment pourquoi. Je vois ses joues s'empourprer, je jubile de l'humiliation que je lui inflige. Alors, je tourne la tête vers l'ancien président de la cour d'assises. À toi, monsieur le juge. François Lambert déglutit bruyamment et serre l'un des barreaux dans sa main droite. Je me souviens avec précision de la manière dont tu as mené les débats, et j'imagine sans peine les méthodes qui ont été les tiennes pour influencer les jurés. Absolument pas, se défend-il. Ils ont décidé en leur âme et conscience. Ben voyons. Je reprends place derrière mon bureau et fais une courte pause. Inutile que je m'attarde sur toi. Nous allons maintenant étudier le cas de Monsieur Rouve, le procureur général qui a pris sa retraite il y a une dizaine d'années. Le vieil homme, très digne malgré ses vêtements sales, lève la main. Surpris, je lui souris.
Vous voulez prendre la parole, peut-être? Il hoche la tête. Allez-y. Nous avons tous agi comme nous le devions. Nous n'avons rien à nous reprocher. La justice n'est pas une science exacte, monsieur. Je prends une mine désolée. N'aggravez pas votre cas, monsieur le procureur. Vous avez été dédommagé après votre libération, rappelle-t-il. L'État vous a versé une somme conséquente. Soudain, je me lève, attrape mon revolver et me précipite vers la cage. Tout le monde recule, sauf le vieux. Une somme conséquente? Tu crois que le fric peut effacer tout ce que j'ai subi en tôle? Je pointe l'arme sur sa tête. Il ne bouge pas. D'ailleurs, t'es-tu demandé une seule fois ce que j'ai eu à subir en prison? Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Il a dit ça sans aucune compassion. Ferme ta gueule ou je te descends. Il consent à se taire, mais continue à me défier du regard. Je fais demi-tour, remonte lentement sur mon perchoir. Demande donc à l'ordure qui est à côté de toi ce que j'ai subi. L'ancien procureur général tourne la tête vers Michel Vautier, comme s'il lui cédait la parole. À ton tour, Vautier. Le surveillant en chef me fixe d'un air absent. 2 semaines qu'il pourrit dans cette cage. Après avoir passé sa vie en prison, le voilà de nouveau enfermé. La vie est cruelle. Mais pas autant que lui. J'aurais voulu que tu ne sois pas le seul gardien dans cette cage, mais c'était trop compliqué d'aller chercher les autres, tes complices. Vautier ne réagit pas. Il frotte ses mains l'une contre l'autre, regarde ses pieds. Je veux que tu racontes ce qui s'est passé pendant ma détention, ordonnai-je. Il s'éclaircit la voix et se lance. Les détenus qui sont condamnés pour avoir tué des enfants et les avoir violés sont mal acceptés par les autres détenus. Je pars dans un éclat de rire cynique. Mal acceptés? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il se racle à nouveau la gorge. Je veux dire qu'ils subissent des choses. Quelles choses? Gêné, Vautier danse d'un pied sur l'autre. Ils sont souvent malmenés par les autres et... Malmenés? Hurlai-je. Je veux dire qu'ils sont frappés et... roués de coups, plutôt. J'ai été roué de coups tant de fois que je ne m'en souviens plus. Je sens que je dérape. J'essaie de me reprendre. Continue, dis-je. Je sais que vous avez été frappé à plusieurs reprises et que vous avez été agressé. Sois plus précis. Violé. Vous avez été violé. Et qu'as-tu fait pour empêcher cela? Demandai-je d'une voix dure. Rien. Je n'ai rien fait. Parce que tu trouvais ça normal? Je sais pas. Peut-être, avoue-t-il. Combien de fois ai-je fini à l'infirmerie? Je ne sais plus. Je reviens vers la cage, armé de mon revolver. Je passe un bras entre 2 barreaux, attrape Vautier par les cheveux, le colle brutalement contre la frontière en acier. Combien de fois? Je ne m'en souviens plus, hurle-t-il. 11 fois, dis-je. 11 fois. Je le pousse avec force, le projetant sur le sol. Personne ne l'aide à se relever. Je les observe, tour à tour, les regardant avec tout le mépris dont je suis capable. Puis je remonte sur mon piédestal. J'essaie de repousser les émotions contradictoires qui m'envahissent. J'essaie de rester froid. Les seuls coupables ici, c'est vous, dis-je. Vous tous. Moi, j'étais innocent et vous avez brisé ma vie. Je suis sur le point de pleurer. J'ignorais que je le pouvais encore. Je suis désolé. Je relève la tête, cherchant qui a prononcé ces mots. Je suis désolé, répète Patricia Vernet. Quand j'ai été désignée comme juré, j'étais très jeune, rappelle-t-elle. J'avais des doutes sur votre culpabilité, mais tout ce qui a été dit durant ce procès m'a poussé à voter pour la peine la plus lourde. Mais depuis que je sais que ce n'est pas vous qui avez tué Mathilde, j'y pense sans cesse. Je la regarde, surpris, touché, même si je m'en défends. Et je suis désolé que vous ayez eu à subir tout cela, ajoute-t-elle.
Tu veux sauver ta peau, c'est ça? Non. Je crois que vous allez tous nous tuer. Je crois que je peux le comprendre votre colère, votre haine. Mais nous tuer ne changera rien, vous savez. J'allume une cigarette et me penche en arrière. Les minutes passent, silencieuses et pesantes. Je considère mon public, 10 personnes apeurées. Je prends tout mon temps pour observer l'un après l'autre ces visages fatigués, marqués, souffrants. Je devine les prières récitées en silence. Je devine les espoirs et les peurs. Je sens peser sur moi ces regards qui implorent ma pitié ou mon pardon. Passons au verdict, dis-je soudain. Je me lève, jette ma cigarette sur le sol. Pour avoir contribué à condamner ou pour avoir condamné un innocent à la réclusion criminelle à perpétuité, pour n'avoir rien fait pour stopper les crimes dont il a été la victime pendant son incarcération, je vous déclare coupable. Une femme âgée, jurée lors de mon procès, éclate soudain en sanglots. Je sens que ma voix hésite. Je me reprends bien vite. Et je vous condamne à mort. Je descends de l'estrade, m'arrête devant la cage. Nous ne vous avons pas condamné à mort, me dit le vieux procureur général. C'est exact, mais si mon procès avait eu lieu 10 ans plus tôt, vous m'auriez envoyé direct à l'échafaud. Vrai ou faux? L'ancien magistrat ne dit rien. S'il vous plaît, implore Patricia Vernet, laissez-nous sortir d'ici. Elle lit dans mes yeux que ses suppliques sont vaines, qu'elle perd le peu de force qui lui reste. J'ai loué ce château pour 1 an, continuai-je. Cette propriété est inviolable et personne ne pourra vous trouver. Vous allez tous mourir ici, de faim, de soif ou de peur. On vous retrouvera dans environ 6 mois, en état de décomposition avancée. Le gardien-chef se met à pleurer à son tour. Vous allez savoir ce que ça fait d'appeler au secours sans que personne ne vous entende. Je voudrais sourire, mais n'y parviens pas. En ce moment crucial, je ne ressens pas le plaisir escompté. Je hais tous ceux qui sont enfermés dans cette cage. Pourtant, quelque chose résonne en moi, une voix, de plus en plus nette. Qu'aurais-je fait à leur place? Je parle des jurés, des 5 jurés ici présents. Oui, qu'aurais-je fait à leur place? Aurais-je été meilleur qu'eux? Je secoue la tête, m'éloigne doucement. Salaud! Je me retourne. Sophie est accrochée au barreau, les yeux exorbités. Assassin! Je parviens enfin à sourire. Cette fois-ci, tu peux le dire, parce que c'est vrai. Mais j'ai déjà payé pour ce crime. J'ai 2 enfants, intervient Patricia. La plus jeune a 10 ans. Ils apprendront à vivre sans vous. La toubib baisse la tête, vaincue. Je pose le doigt sur l'interrupteur et me ravise. Je vous laisse la lumière, dis-je. Comme ça, vous vous verrez mourir l'un après l'autre. Je claque la porte, donne un tour de clé. J'entends encore des voix me supplier de revenir en arrière tandis que je traverse les immenses écuries où sont stationnées les voitures de mes prisonniers. Puis, je ferme les 2 battants à clé. D'ici, on ne peut plus les entendre crier. Ça me rassure. J'ajoute un énorme cadenas au cas où quelqu'un parviendrait à passer par-dessus la clôture. Ils m'ont jeté en pâture aux fauves, appétit insatiable, cruauté sans égale. Sans défense, j'ai subi le pire, l'irréparable. J'aurais préféré qu'on me tue, qu'on m'achève. J'aurais préféré ne jamais connaître la vie plutôt que de connaître ça. J'aurais voulu que quelqu'un entende mes cris, que quelqu'un me réponde. Je ne savais pas que ça existait, que ça pouvait m'arriver. Qu'une vie peut basculer d'une minute à l'autre, juste parce qu'on croise le chemin de l'horreur. Ma vie est devenue un long tunnel, une obscurité totale, un manque d'espoir.
Ma vie est devenue une succession d'atrocités. Ma vie est finie. J'ai réuni mes affaires dans une petite valise, je descends dans le grand hall. Une dernière fois, je regarde ces murs, ces plafonds, cette demeure qui aura été le théâtre de ma dernière résurrection, de l'ultime tragédie. Puis je ferme tout et place mon bagage dans le coffre de la voiture. Je jette un coup d'œil vers la porte des écuries et j'ai l'impression d'entendre les cris, les prières. Pourtant, il n'y a aucun bruit. Lorsque le portail se referme derrière moi, une blessure s'ouvre dans mon ventre, qui jamais ne se refermera, je le sais. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment. C'était mon seul point d'accroche, la seule raison de ne pas me trancher les veines. Tapi dans l'ombre d'une cellule, j'attendais cet instant. Je ne vivais que pour lui. Mais les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. J'aurais dû le savoir. J'ai activé mon GPS pour ne pas perdre de temps et quitter ce pays au plus vite. J'ai encore un peu d'argent. Mon dédommagement. Ça devrait me suffire à vivre correctement là où je vais. Loin. Très loin. Repartir de zéro. Je sais que c'est impossible. Impossible avec 10 morts sur la conscience. Qu'aurais-je fait à leur place? Jusqu'à présent, j'étais innocent. La culpabilité, je ne l'avais jamais connue. Au fil des kilomètres, elle grandit en moi, bouscule mes organes pour faire sa place. Énorme boule au ventre. Je m'arrête dans un bistrot, je bois un café et remonte dans ma voiture. C'est en voyant un petit garçon qui traverse la place du village que je prends ma décision. En vérité, je l'avais prise depuis longtemps, même si je n'avais pas voulu me l'avouer. Dès que j'aurai mis le pied en Afrique, j'appellerai les gendarmes. Je leur donnerai l'adresse du château. Ce sera dans 3 jours au plus tard. Ils seront sans doute encore en vie. Cette décision me soulage d'une façon inattendue. Je ne le savais pas, mais, en enfer, j'ai aussi appris à pardonner. Le soleil décline, le ciel prend la couleur du sang. Je ne suis pas un assassin, je n'y peux rien. J'essaie de me dire qu'ils auront payé, même si je sais que cela n'a aucun sens. Qu'aurais-je fait à leur place? Aurais-je été meilleur qu'eux? Oui, je crois. Je m'en persuade, kilomètre après kilomètre, parce que c'est tout ce qu'il me reste. Je pleure à chaudes larmes maintenant. Ce n'est rien, seulement le soleil couchant qui me brûle les yeux. Je me penche pour récupérer mes lunettes de soleil dans la boîte à gants. La voiture part légèrement à gauche. Quand je relève la tête, je vois le camion. C'est la dernière chose que je vois. Après,